aider, là, soit continuer d'être le spectacle, accueillir avec tout l'amour que vous avez pour la grande extraordinaire. Suzy Bouchard! Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Je suis très contente que vous soyez là ce soir. Ça me touche beaucoup que vous soyez là parce que moi, j'ai très peur de vieillir et mourir seule. Oui, donc ça me fait plaisir que vous soyez là. Je comprends que vous allez partir après le spectacle, mais c'est juste qu'en attendant, ça me donne comme 60 minutes de break de mon pire cauchemar, fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais, oh mon Dieu, je veux pas être trop intense avec ça en début de spectacle, là. Non, c'est... Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que si jamais vous aimeriez qu'on reste en contact après le spectacle... Moi, ça me ferait plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire parce que je veux pas... Parce que je suis très à l'aise avec la solitude, il n'y a pas de problème. Je suis... Non, vraiment, j'ai pas de problème avec la solitude. Je suis très féministe. Donc, voilà. Je suis une femme comblée. Ça fait très longtemps que je sais qu'on est mieux seul que mal accompagné. Je sais ça fait longtemps. Je pense juste que la personne qui a inventé cette expression-là a jamais eu à demander au commis du IGA d'ouvrir ses petits pots de moutarde pour elle. Tant mieux pour cette personne-là. Mais non, je suis très à l'aise avec la solitude. Je suis une femme comblée, vraiment. Une femme très privilégiée aussi. Et ça, je tiens à le dire là, parce que j'essaie de nommer mes privilèges maintenant. Tu sais, depuis que j'ai une tribune, là, j'essaie de les nommer pour permettre au public de faire un choix libre et éclairé sur ce que j'ai à proposer. La démarche de Peter McLeod, dans le fond... Je n'ai rien inventé, là. Ouais. J'essaie de faire ça tout au long du spectacle, vous allez voir. Je peux pas tout nommer mes privilèges, malheureusement, là, parce qu'il y en a beaucoup. Puis de toute façon, je crois pas qu'ils soient tous d'égale importance, là. Je veux dire, je pense pas que l'excellente santé de mes gencives décrédibilise ma parole, là, tu sais. C'est une joke, j'y touche puis ça saigne. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est pas un privilège que j'ai. Mais j'en ai beaucoup d'autres. Je vais nommer quand même les principaux, là, en partant, pour que ça soit clair. Tu sais, je suis quand même une femme blanche hétérosexuelle. Ce qui est pas un homme blanc hétérosexuel, mais c'est pas loin, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis juste d'être blanche, déjà, c'est quand même un grand privilège. Puis... en plus, moi, je viens comme d'un milieu assez aisé. Fait que je suis pas juste blanche, là. Je suis blanche quand c'est Pascal Bussière qui le dit, là. Je suis blonche, là. Tu sais, c'est vraiment... B-L-O-N-C-H-E. C'est un autre niveau de blancheur. Je me dois de le divulguer. Mais... J'ai toujours eu peur de vieillir et mourir seule. Je vais pas juste parler de ça pendant le spectacle, mais je vais quand même en parler. Je sais pourquoi j'ai toujours eu peur de ça. C'est parce que quand j'étais petite, j'avais une tante qui était vieille et seule. Et on allait souvent la visiter. Et ma mère faisait semblant que c'était quelque chose de le fun, mais on savait que c'était une corvée parce qu'elle portait les mêmes vêtements que pour serrer puis sortir les meubles de patio. Fait que... On reconnaissait le kit, là. Les jeans tachés, le grand T-shirt du défi Centraide. Ben, t'es comme, comment on part dans 15 avec le fun? On était comme, ouais, donc, à d'autres moments, là, tu sais. On apprend vite à reconnaître cette attitude-là de notre mère quand on est enfant, l'attitude trop volontaire, là. Un petit peu de air maracas au feu rouge, c'est comme, ben non, maman, là. Ça va être une journée pédago de merde, là, tu le sais tout de suite. Mais on allait souvent visiter ma tante et quand on allait la visiter dans sa petite chambre triste un peu, là, elle pointait mes sœurs et moi, puis elle disait toujours aux infirmières ça, c'est comme mes petites filles. Puis moi, j'étais toujours comme oh, non. Un instant, là, on s'est mal comprises, là. Moi, j'ai une grand-mère, là. Moi, j'en ai une que j'aime. Moi, je suis ici sur la base d'une promesse explicite de fruits au long, là. J'ai demandé à le voir dans l'auto, sinon je montais pas. Fait que, tu sais, je veux dire...
Je pense que c'est normal que j'ai peur de finir comme ça. Mais, ouais, j'ai toujours été une bonne peureuse, par exemple. J'ai beaucoup de peur, là. J'ai pas juste la peur de mourir seule. J'ai plein de peurs. J'aime rationaliser mes peurs moi-même, par contre. Je suis capable de le faire, mais j'aime le faire moi-même. J'aime rationaliser mes propres peurs. J'aime pas quand les gens essaient de rationaliser tes peurs à ta place, là, tu sais. Les gens font ça des fois comme si t'étais juste un petit peu niaiseuse, là, tu sais, puis que t'avais pas compris, là, tu sais. Comme si t'avais pas compris que la petite araignée peut pas s'en prendre physiquement à un être humain, là. C'est comme, oh, excuse-moi, mon Dieu, je pensais qu'elle avait 8 petits couteaux. Fiou! Chance que t'étais là, Luc, de m'expliquer ça. Mais, non, je suis capable de les rationaliser. J'ai toujours eu beaucoup de peur, toujours été une bonne peureuse. Ma toute première phobie, c'était les alligators. Et ça, c'est étonnant parce que j'ai grandi en banlieue de Québec et non dans le bayou. Mais c'est que j'avais vu un alligator dans un épisode de Baywatch. Connaissez-vous Baywatch? Alerte à Malibu? Oui, merci. Donc, petite parenthèse, là, moi, de 9 à 11 ans, j'étais très, très fan de Baywatch. J'adorais Baywatch. J'avais pas compris que c'était de la porn. Ça me passait bien au-dessus de la tête, là. Moi, j'aimais les sauvetages. J'avais envie de jouer dans le sable avec les girls. J'avais même un portfolio de Pamela Anderson pas mal tout nu, là, que je traînais avec moi en classe. Protège mes dictées, Pamela. C'était vraiment bizarre. Et j'adorais Baywatch. Et dans un épisode, il y avait un alligator. À un moment donné, Mitch Buchanan, sauveteur en chef, on se souvient, se battait contre la menace d'un alligator dans l'océan Pacifique. Il n'était pas tout seul. Là, il avait l'aide de 3 sauveteuses génériques. Là. Je pense pas qu'elles avaient de prénom. J'imagine que le scénario disait « bouche de suceuse, 1, 2, 3 ». Ouais. Mais bref, ça m'avait convaincu qu'il pouvait y avoir des alligators dans n'importe quelle étendue d'eau. J'étais comme s'il y en a dans le Pacifique, il y en a partout. Là, dans le lac Beauport, la piscine du YMCA, l'étui à verre de contact de ma sœur. C'était une période assez éprouvante, mais j'ai appris à rationaliser cette peur-là. J'ai développé d'autres peurs, des peurs plus adultes par la suite. Ouais, j'ai commencé à avoir peur des avions. J'ai peur quand je suis dans l'avion. Là. J'ai pas peur que les avions me foncent dessus. Je suis pas narcissique. Là. Ils sont pas après moi. Là. Non, je sais. Non, j'ai peur quand je suis dans l'avion. J'ai peur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont peur en avion ici? Oui, merci pour votre franchise. Oui. Qui dit oui? On a peur d'avion, oui. C'est une peur de privilégié, hein? Tu le sais. Je veux pas te mettre... Non, mais moi aussi, je l'ai, mais je veux juste... On nomme les privilèges, c'est vraiment une peur de privilégié, là. C'est comme... Le miracle d'ingénierie qui me transporte à Lisbonne m'effraie ta gueule. Ça peut pas être ça, ta peur, mais je comprends, mais c'était peurant. Je l'ai, moi aussi, cette peur-là. Mais j'ai appris à la rationaliser aussi. Je sais comment la gérer. Si je prends l'avion, j'ai des petits trucs, là. D'abord, je demande toujours à parler au pilote et au copilote avant le décollage. C'est important. Juste pour qu'on s'entende sur le projet de vivre. Ça me semble la base. Puis... Après, je leur dis toujours aussi aux deux, je leur dis, écoutez, au nom de tous les passagers, si jamais, pendant le vol, vous ressentez le besoin de faire un petit peu de cocaïne pour rester alerte, là, ça nous dérange pas. Si c'est ça qui nous garde 40 000 pieds dans les airs, poudrez-moi le cockpit. Allez-y. Je vais repasser quand les consignes vont être éteintes. Je veux me sentir dans Scarface. Go! Tu sais, je veux qu'ils le sachent. Je trouve ça très important. Ça me permet d'affronter ma peur. J'ai peur dans tous les moyens de transport, en fait. Je me rends compte, là, en y pensant. Avion, bateau, j'ai peur, camion, patin à roulettes, mon Dieu. J'ai peur en auto aussi. J'ai très peur en auto. Quand c'est moi qui conduis. Quand c'est les autres, ça va. Quand c'est moi qui conduis, j'ai toujours très peur. Je suis toujours comme... C'est moi, on va vraiment vite, tu sais. Ça me fait très peur. Je deviens très agressive avec les autres passagers. Là. Je suis comme... Là, êtes-vous toutes dans l'une? J'ai l'impression qu'il y a juste moi qui fais les angles morts. Là, tu sais. Si vous vouliez relaxer, il fallait prendre le train.
publicité était très claire à cet effet-là. Le train, d'ailleurs, pendant longtemps, c'était le seul moyen de transport dans lequel j'avais pas peur. Ça a changé. Récemment, je l'ai pris pour aller à Ottawa et on est venu me voir avant le départ là, pour me dire que j'étais responsable de la fenêtre d'urgence, la sortie de secours. Je sais pas si ça avait déjà arrivé. On est venu me voir, on m'a dit « Bon, madame, vous savez comment ça marche, là, s'il y a un accident, un feu, cassez la petite vitre, prenez le marteau, un coup dans chaque coin, dégagez la vitre, prenez un coussin, aidez les gens. » J'étais comme « Wow, 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 wow! » Un instant. Vous, votre protocole de sécurité officiel présume que moi, je vais faire la courte échelle. Que moi, je vais faire la courte échelle à des fonctionnaires fédéraux. Avant de quitter le wagon en flammes. Vous savez même pas si je recycle. Je me dis... Méfiez-vous! Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Vous validez mon billet 4 fois pour pas que je vous arnaque de 57 $, mais vous présumez que je vais brûler vive la gang du wagon 4. Voyons, il y en a pas de gang du wagon 4, là. Je vais pas mourir pour personne ici, là. J'ai trouvé ça très cowboy de la part de Via Rail. Fait que maintenant, j'ai peur du train aussi. J'ai peur de tous les moyens de transport. Ouais. Ma peur de vieillir et mourir seule, je veux pas revenir là-dessus en même temps. Je vais en parler un petit peu encore. Là. C'est toujours exacerbé quand je suis en rupture. C'est vraiment quand je suis en rupture que j'ai le plus peur de vieillir et mourir seule. C'est très présent dans ce temps-là. Je veux pas downer tout le monde avec mon récit de rupture, mais au moins... il y a du positif, là, parce que dans le cadre de ma plus récente rupture, je me suis fait laisser. Donc ça, c'est le fun parce que j'ai souvent entendu des gens dire que c'était très difficile laisser quelqu'un. Ouais. Que c'était même plus difficile laisser quelqu'un que de se faire laisser. Donc, phew! Yeah! Chanceuse, moi. Mm-hmm. Privilégié. Ouais, non, c'est le fun. Non, mais je dis ça, mais je pense pas qu'il y a de rupture plus facile que d'autres. C'est toujours difficile. Peu importe, se faire laisser, c'est difficile. Ben non, je pense qu'il y a une sorte de rupture qui est pire que toutes les autres. Par expérience, là, j'en ai trouvé une. C'est se faire laisser par quelqu'un qui a moins d'intelligence sensible que soi. Ça, c'est plus difficile parce que il faut que tu encaisses le choc en faisant tout le petit travail. Fait que là, t'es comme... ben dans le fond, dirais-tu que tes doutes du début t'ont jamais vraiment quitté, puis là, avec la distance du voyage, t'as pu t'en rendre compte sans être teinté par ton attachement? Ouais, c'est vrai de ça. OK, merci pour les réponses, comme, voyons! Je me fais rejeter puis je fais tes devoirs. Je suis en secondaire 3, c'est le fun, j'avance, c'est vraiment super. Non, mais je pense que toutes les ruptures sont difficiles. Il y en a qui disent que la première rupture, c'est la plus difficile. C'est sans doute vrai, c'est la plus déstabilisante. Mais moi, le problème, c'est que je trouve que chaque rupture vient avec un élément de nouveauté qui en fait comme la première rupture de sa sorte. Il y a toujours comme un élément qui fait que c'est la première rupture dans sa catégorie. Là. Tu sais, je sais pas moi, première rupture à distance, première rupture par adultère, première rupture sur un ponton, tiens. Il y a toujours un élément de nouveauté qui fait que je suis déstabilisée. Je suis pas capable d'être rodée. Là. J'ai une amie, elle est vraiment rodée dans ces ruptures-là. Elle sait toujours à quoi s'attendre. Elle sait exactement ce qu'elle va vivre. Là. Dès qu'elle se fait laisser, elle est comme « OK, Jean Couture en G4 ». Elle connaît les étapes. Là. Tout de suite, elle est comme « OK, insomnie, texto nocturne, excès de Saint-Hubert, rechute, rebound, balayage trop cher, on a 2 mois ». C'est comme... Elle sait où elle s'en va. Moi, je suis toujours happée, là, je suis comme, c'est ma première rupture, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis toujours plus comme un enfant qui a ses premières fourmis dans les jambes, là. Je sais pas si vous avez déjà vu un enfant avoir des fourmis dans les jambes la première fois, c'est comme, est-ce que c'est pour toujours? Tu sais, ça, là, ça, c'est moi. En rupture, là. Je suis pas capable. Non. Il y a un moment que j'haïs particulièrement dans la rupture, ça se passe à chaque fois, là, ça va toujours arriver, c'est le moment où tu recroises ton ex pour la première fois et qu'il est avec sa nouvelle fréquentation. Et ça, c'est vraiment difficile parce que faut trouver beaucoup de courage là, pour affronter ça, pour leur faire face.
faut toujours que tu t'avances vers eux là, avec la confiance d'un mixologue, là, tu sais, je veux dire. Ce niveau de confiance démesuré, là, c'est confiant, un mixologue. Je sais pas si vous avez déjà vu je veux dire, shaker dans chaque main, basilic dans le bandana, tassez-vous de là. C'est comme, voyons, c'est des cocktails, là, mais... Non, mais c'est vrai, je veux pas m'acharner, mais ils shake comme si personne n'avait jamais rien shaké. Là. Des fois, j'ai envie de leur dire, là, vous n'êtes pas pionniers en la matière, là. Il y a plein de professions qui impliquent un certain niveau de shakeage, là. Tous les jours, il y a des profs de 2e année qui brassent des casquettes, des tirages, et ne vont pas faire des faces cochonnes pour autant, là, tu sais. Revenez-en. Mais bon, faut que tu trouves cette confiance-là en toi. Et là, tu t'avances vers ton ex et sa nouvelle fréquentation, puis t'es comme « Ah, mon Dieu, Vincent, c'est donc bien drôle de te voir ici, un endroit où 5 de mes amis m'ont texté que tu serais, voyons. » Puis là... Puis toi, tu dois être Mireille. Hein, comment t'as su? Ben, je t'ai stalké, Mireille. Je t'ai évidemment stalké, là. Tu connais la formule, là. Je suis repartie de 2008. Je suis remontée jusqu'à aujourd'hui, là. Je connais la chronologie de tes toupettes, Mireille, là. C'est... J'aimerais mieux pas, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis une personne obsessive. Il y a eu capture d'écran. Allô? Allô, Mireille? C'est dur. Je déteste les ruptures. La seule chose que j'haïs plus qu'une fin de relation, c'est le début d'une relation. Ouais, moi, c'est vraiment le milieu d'une relation que je recherche. C'est ça que je veux vivre. C'est la partie que j'aime. Je sais pas si y a des gens qui connaissent un truc là, pour vivre juste le milieu d'une relation, parce que moi, je serais vraiment... Qui a dit être lesbienne? C'est une joke, personne n'a dit ça, personne n'a dit ça. Personne a dit ça, parce que ça se dit pas. Mais on le sait. Non, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment le milieu que je veux parce que je déteste le début de relation. J'aime pas ça. Je me sens pas bien. Tu sais, le bout qui est censé être très le fun, là, quand les gens sont comme « Oh mon Dieu, début de relation, profite. » Je suis comme « Ah, quoi? Avant quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu sais? » Tu sais, Je me sens pas du tout sur un nuage en début de relation. Là. Moi, je me sens en probation. J'aime pas ça. Je marche sur des œufs. Puis il y a toujours un moment, après environ 12 semaines, où je pogne un mur. Là. Je suis comme « OK, là, tu as toute l'information nécessaire, là, décide, là, tu sais, parce que moi, je tolère pas cette ambiguïté-là. Là. Je suis comme après 11-12 semaines, là, tu sais tout ce qu'il y a à savoir, décide, là, parce que là, à partir de maintenant, il y aura pas de squelettes dans le placard là, qui vont sortir. Il y aura pas ça, il y aura pas comme... Il y aura pas de casier judiciaire sorti de nulle part, là, tu sais, il y aura pas de fantasme sexuel weird sorti de nulle part, genre, on fait un 69, mais on mange nos ongles, tu sais, il y aura pas... ça serait arrivé, là. Il n'y aura pas ça. En revanche, il n'y aura pas non plus de grand wow, là. Tu sais, ça fait 12 semaines, là, fait que... J'ai fait les 3 recettes que je maîtrise. Les ressorts comiques vont pas se renouveler, là. Il n'y aura pas d'autres bralettes, là, tu sais... Ça va être la mauve que t'as vue. Une fois aux 6 mois, je sais pas comment la laver, fait que... Je la mets dans un sac puis j'attends. Décide! Non. Je ne supporte pas les débuts de relation. Les débuts de relation, comme les fins de relation, me plongent beaucoup dans mes insécurités physiques. J'ai des insécurités physiques, là, beaucoup. Là, je trouve que mon front est long. Je trouve que mon nez est bizarre. Je trouve que mes lèvres sont absentes de ma face. Et ça... Ça, avant, j'avoue que ça me dérangeait pas tant que ça, mais là, depuis que toutes les filles se font faire des injections dans les lèvres, ben là, moi, j'ai l'air de les avoir sablées. Je trouve ça ordinaire. Mais en même temps, là, je veux pas shamer les filles qui font ça. Évidemment, leur corps, leur choix. Je suis super féministe. C'est pas ça. Dans le fond, ce que je dis, c'est que moi, c'était pas mon plan A dans la vie d'avoir l'air de m'exprimer à travers un anus. Mais regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas fâchée, là. C'est juste, regarde. Non, mais j'ai des insécurités physiques, mais je veux pas trop parler de ça parce que je suis consciente que je m'exprime d'une position de privilège, parce que j'ai des sourcils spectaculaires. Je sais pas si vous aviez... Ben, c'est sûr, vous avez remarqué. C'est dur de rater ça, là. C'est vraiment... C'est des hosties de sourcils, là. Je veux pas trop me vanter
comme ce serait indécent, là, mais c'est vraiment... c'est des super sourcils, là. Ils bloquent ma sueur. Ils peuvent exprimer l'inquiétude, la surprise. C'est vraiment des crises de sourcils. Mais j'ai quand même des insécurités physiques et je sais comment les gérer. Tu sais, dans le fond, il suffit d'assumer nos complexes. C'est très important d'assumer nos complexes. Et moi, j'assume mes complexes. J'assume que je vais toujours être très, très passive-agressive avec la jeune vendeuse anglophone dans les magasins du centre-ville. Toujours. Je veux dire, la pauvre fille, quand elle vient me demander « Est-ce qu'on cherche quelque chose aujourd'hui? » Je suis comme « Oui, on cherche le corps de votre collègue, mais on peut pas l'avoir. Fait que on va se concentrer sur la recherche d'un chandail qui ne deviendra pas une napkin après 2 lavages. » Tu sais, puis c'est comme... Elle a rien demandé, là. Fait que j'assume ça. J'essaie de magasiner en ligne beaucoup parce qu'on m'a dit que j'avais un problème d'attitude. Alors, je magasine en ligne maintenant. Oui, je suis fascinée par l'intensité des publicités ciblées en ligne. C'est puissant. On l'a tous vécu, là, on sait comment ça marche. Là. Je veux dire, tu regardes une petite robe bleue pendant 2 à 3 minutes, puis là, t'en as pour comme 4 mois à être envahi par la petite robe bleue. Là. C'est spectaculaire. Là. Je veux dire, t'es en réunion de travail par Zoom, puis c'est comme... Excusez-moi, je cherche le document, là, mais mon ordinateur a été avalé par un Zara, donc Moi, ça me stresse, j'ai comme peur. Quand j'envoie un courriel, je suis comme d'un coup que la petite robe bleue est en pièces jointes, je sais pas, tu sais, c'est extrêmement stressant. Puis je trouve ça fascinant parce que, tu sais, la petite robe est tout le temps comme de moins en moins chère, livrée de plus en plus vite. Puis je trouve ça très amateur comme technique de marketing parce que je suis comme, c'est évident que si la petite robe bleue est aussi volontaire, j'en voudrais plus, tu sais, je veux dire... Ça m'étonne qu'ils comprennent pas ça. Je suis comme, vous m'espionnez, vous savez comment ça marche dans ma tête, là. Je veux dire... Dites à la petite robe bleue de m'ignorer, là, je vais penser à elle. Dites à la petite robe bleue de pas checker mes stories, là, je vais m'imaginer qu'elle t'a tremblant sur une fille plus drôle que moi, je vais péter un hostie de câble, tu sais. Ça me semble évident, mais bon. Non, mais je sais comment gérer mes complexes, je mise sur mes sourcils, tout simplement. J'évite les magasins et j'évite les revues de mode aussi. Ça, c'est mon petit truc pour pas être complexée. Mais c'est pas les photos qui me dérangent dans les revues de mode. Ça, j'accepte vraiment les photos des revues de mode, ça me dérange pas. Ce qui me dérange et me complexe beaucoup dans les revues de mode, c'est la complicité éphémère, mais ô combien intense, qui existe entre la journaliste de la revue de mode et la comédienne qui fait le cover ce mois-là. Ça, je trouve ça très dur à prendre parce que moi, je lis ça puis je suis comme, j'ai beau faire 400 heures de thérapie, jamais personne va m'aimer comme la journaliste du Elle Québec aime Julie Perrault, là. Je ne goûterai pas à ce niveau d'adoration. Je pourrais jamais vivre ça. Ça me déprime, tu sais, parce qu'on sait là, comment ça s'est passé. Là, on sait que l'entrevue a duré 50 minutes dans un café bien normal, puis que Julie était habillée bien normal, mais c'est toujours raconté comme un grand moment d'extase. Là. C'est comme... Le titre de l'entrevue, c'est quelque chose comme « La douce ivresse comme destin », puis c'est comme... Ça veut rien dire, mais... Ça veut rien dire, mais tu sais que tu vas te sentir comme une bonne crotte, là, en lisant ça, là. Ah, c'est tout le temps ça, là. C'est comme n'importe quoi que Julie a fait, c'est comme... Prenant une pause réfléchie, elle pose ses lèvres à l'oreille de son breuvage dans un geste fluide dont seule elle détient le secret. Je suis comme... OK, fait qu'elle a pris une gorgée, dans le fond, là. C'est ça que tu me dis. Bon, mais c'est correct. Julie a pris... Moi aussi, je suis capable de prendre des gorgées, là. Des fois, j'en prends 2, j'en garde dans ma joue. Fait que je sais pas si... Je sais pas si Julie fait ça, mais moi, je fais ça, là, tu sais. Là, ça se met à vraiment me complexer. Là. Chaque affaire qu'elle fait, là, c'est comme... Elle inspire doucement, puis interrompt son propre élan pour me séparer de sa vérité. Puis je suis comme, séparer de sa vérité? La question était, quel est ton plaisir coupable? Là? Je sais pas s'il y a lieu de me séparer de, genre, imparfait au yogourt, là, tu sais, ça va, là. Capable de gérer cette vérité-là, là. Puis aussi, là, à un moment donné, ça devient super fusionnel. Là, c'est là que moi, j'en peux plus, là. Ça devient très, très fusionnel entre Julie puis la journaliste. C'est comme... Dans un élan de rire cristallin, nos mains se frôlent et s'enlacent. Je ne sais plus où je commence et où elle finit. Hey, wow, là! Wow. Là, les filles, vous êtes dans un vanout, vous allez m'enlever une bûche, là. La clé des toilettes est après une spatule. Vous êtes pas mieux que nous, là. Revenez sur terre, les filles. Non, mais c'est parce que c'est dérangeant, là. Parce que ça me complexe, puis je me sens comme de trop dans ma revue, là. Fait que ça me fait sentir...
Ça me fait sentir tout seul, puis j'aime pas ça être seule, j'ai peur d'être seule. Fait que, regarde, je veux pas revenir là-dessus, mais on dirait que Julie Perrault m'oblige. Fait que, regarde, je veux pas vieillir seule, je veux pas. En même temps, des fois, je me demande ce qui est pire entre vieillir et mourir seule et avoir des enfants. Je fais très attention à ce que je dis. Là. J'ai rien contre les enfants, pour vrai, rien. Ceux qui en ont été par le passé, c'est vraiment correct, c'est pas de votre faute. C'est juste que le niveau de fatigue des nouvelles mamans me terrifie. C'est fatigué, une nouvelle maman, là. Je veux dire, je sais pas s'il y en a avec nous ce soir, je vous demanderai pas de lever la main, vous êtes brûlés. Gardez votre énergie pour l'introduction des aliments solides dans la diète. En tout cas, les affaires que vous faites, là, puis que ça nous intéresse pas, même si c'est super dur, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable! Non, mais pour vrai, c'est le pire travail, c'est le travail le plus difficile, et c'est tellement fatigant. C'est fatigué, une nouvelle maman. Moi, j'en ai des nouvelles mamans dans mon entourage, puis elles disent des choses comme j'ai pas dormi depuis 72 heures, mais je suis inondée d'amour. C'est comme... C'est le discours d'une toxicomane en fin de rave, mais... Cute! Super cute, c'est pas cute. C'est terrifiant. Il faut arrêter de normaliser ça. Ce n'est pas un niveau de fatigue normal. Il faut les soigner, il faut les indemniser, il faut faire quelque chose. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai une amie, une nouvelle maman. Elle a publié sur Facebook récemment une photo de son fils de 1 an. Puis elle a écrit « Bonne fête, mon coco. 1 an déjà, tu ne cesses de nous impressionner. Merci de nous avoir choisis. » J'étais comme... Merci de nous avoir choisis. Oh mon Dieu, elle est tellement fatiguée, elle a oublié comment ça marche. Elle pense qu'un petit bébé l'a passé en audition. Et puis là, je me dis... Ça va plus, là. Ça a l'air fatigant. Puis c'est ingrat aussi, la maternité, là. Je veux dire, il y a ça, là, faut être conscient, là. Je veux dire, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'en ai une mère, là. Je sais c'est quoi de détruire le corps d'une femme pour lui demander des livres pendant 20 ans, là, tu sais, ça, c'est la partie que j'ai fait, habilement d'ailleurs. Oui, puis j'ai une mère, puis je sais aussi que ça reste ingrat dans l'âge adulte parce que je sais comment je suis avec ma mère aujourd'hui. Je connais notre relation. Là, tu sais, quand je vois ma mère, ça se passe toujours de la même façon. Je vais la voir à Québec. On passe 48 heures ensemble, dont 36 dans le magasin Simons. Toujours plus facile là, d'ignorer les blessures d'enfance dans le Twik. Puis... ça se passe toujours de la même façon. Je vais la voir, puis là, tout à coup, j'ai 14 ans, là. Alors, je suis une femme adulte, là, mais là, quand je suis avec ma mère, j'ai 14 ans. Je suis bête, je soupire très fort. Elle a rien mérité de ça. Mais elle est tellement gentille que, tu sais, dans notre dynamique, ça fait pas trop de vagues. Elle est habituée, là. Fait que, tu sais, nous, on s'en rend même plus compte. Mais je suis comme d'un œil extérieur, ça doit être très bizarre de nous voir aller, là. Ça doit être comme... Est-ce qu'une femme adulte vient de faire « dans le dos d'une autre femme adulte? » Voyons. C'est 2 adultes. OK. C'est toujours comme ça. Puis dès que je pars, dès que je reviens à Montréal, tu sais, je pars de Québec, là, puis 10 minutes après, je suis envahie par la culpabilité. Je suis comme, ouais, pourquoi je suis bête avec ma mère? Mais pourquoi je fais ça? Puis là, puis là, je la texte tout de suite parce que je me sens trop mal. Je suis comme, merci maman pour le beau week-end, c'était super. Puis elle est tellement gentille qu'elle a déjà pardonné. Puis elle est comme, oui, c'était super, mensonge. J'étais un tas de merde de A à Z. Puis là, je me sens tellement mal que je veux compenser mon attitude. Fait que là, je mets comme 42 emojis par rapport, là, juste pour compenser. Là, je me dis, je vais toutes les mettre. Là, l'ananas, le petit singe, je les mets toutes. Puis là, rapidement, ma mère est comme, pourquoi un parasol? Quel parasol? As-tu oublié un parasol? Veux-tu que je vérifie? Puis là, je suis comme, ta gueule, puis je la ghost. Fait que... C'est le fun, hein? Ça donne le goût d'être mère. Non. Mais j'aime les enfants, par contre. Je le précise parce que souvent, quand on dit qu'on veut pas d'enfants, les gens pensent qu'on n'aime pas les enfants. C'est faux. J'aime beaucoup les enfants. J'aime ça les voir découvrir la vie. J'aime ça les voir développer leur créativité. J'aime aussi les voir se heurter aux limites de leur créativité. Je suis pas super fière de ça, mais en fait, c'est parce que je trouve qu'on devrait être un petit peu plus transparent et honnête par rapport à une chose, là, parce que souvent, j'entends des gens dire les enfants ont une créativité sans limite. Je suis comme, non, elle a une limite, là.
Quand même, elle a une limite, là, tu sais, je veux dire, on les a toutes déjà vus manquer de gaz pendant une anecdote, là, tu sais. On fera pas semblant qu'on n'a jamais vu ça, là. On était sur un chemin magique. C'est un chemin qui était magique. Oui, tu l'as dit, ça, tu sais. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est pas mal tout ce que t'as dit, là, tu sais. On leur rend pas service, là, en les protégeant. Récemment, je jouais avec ma nièce de 6 ans. On jouait à l'épicerie. C'était le fun. Puis... elle était adorable, elle était créative, tu sais, elle avait des petits papiers qu'elle utilisait pour faire les aliments, puis elle était toute cute, elle était comme OK, ça c'est la section des fromages. Ça c'est la section saveurs spéciales. J'étais comme OK, quelles sont vos saveurs spéciales, madame? Ça c'est fromage au poivre, ça c'est fromage paprika, ça c'est fromage noisette, puis ça c'est fromage normal. J'ai pas pu m'empêcher, j'étais comme le dernier, madame, vous avez dit que c'était fromage normal. Donc, juste du fromage, dans le fond. Oui. Donc, pas de saveur spéciale. Non. Donc, qu'est-ce que ça fait dans la section saveur spéciale? Il y a eu un problème. On dirait oui. On dirait qu'il y a eu un gros problème, oui. J'ai pas fait ça pour l'humilier, là. Moi, j'ai juste vu une... C'était pas mon but. Moi, j'ai vu une occasion d'apprentissage. J'ai dit, oh, ma puce, c'est pas le fun dans ce qui vient de se passer dans ta tête. Non. Ben, la vie, ça va être beaucoup ça. Fait que... faut s'habituer, c'est comme ça. Tu pognes un élan, tu pognes un mur, tu te relèves, le dimanche, tu te reposes. C'est ça la vie, en gros, là. Je trouvais ça important qu'elle le sache. Je pense que c'est mieux que j'aie pas d'enfant. Pas juste à cause de comment j'agis avec ma nièce, là, mais aussi parce que le karma me donnerait une enfant bizarre, c'est certain. J'étais une enfant bizarre, donc on se rappelle de ma petite phase Baywatch, qui a été précédée par une phase Vierge Marie. Oui, de 7 à 9 ans, là, juste avant Pamela, là, de 7 à 9 ans, mon plus grand rêve, c'était de vivre une apparition mariale. Oui, une apparition de la Vierge Marie. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ça arrivait, ça, pour vrai, à une certaine époque, là, la Vierge qui apparaissait à des enfants catholiques dans des... Ben, pour vrai, si on a la foi, là, je sais. Je pense pas que ça arrivait pour vrai, là, mais moi, j'avais la foi à cette époque-là de ma vie, vraiment, là, très intense foi. Je faisais partie des Brebis de Jésus. Ça, c'était un groupe parascolaire après l'école, là, ouais. Pour les jeunes qui avaient envie de côtoyer Dieu, passer 4 heures, là. Ça, c'était moi. Toujours plus de Dieu. Oui, ça, c'était moi. Je devais avoir beaucoup d'amis. Hein? Non, mais quand je dis ça, les gens s'imaginent que j'avais pas d'amis, alors que c'est faux. Étonnamment, j'avais quand même beaucoup d'amis. J'en avais genre 12, là. Les 12 apôtres. Oui, les 12 apôtres. Mais j'aimais vraiment la Vierge Marie. J'étais obsédée parce que c'était comme le seul personnage féminin le fun dans la Bible, je trouvais. Puis moi, je voulais toujours être la fille, là, peu importe c'était quoi, là, le film, la pièce, peu importe, le testament, je voulais être la fille. Et je sais qu'on peut plus dire ça, mais moi, j'étais vraiment une fille, là. J'aimais les affaires de filles, là. C'est vraiment, là, j'aimais toutes les affaires de filles, moi. Faire des bracelets, faire des chorégraphies, faire des travaux d'équipe toute seule. J'aimais tout ce qui était fille. Fait que je voulais vraiment être la Vierge. C'était mon personnage préféré. C'est ça, mais c'était pas... En fait, c'est que mon apparition mariale aurait surtout confirmé que j'étais la meilleure catholique. Parce que c'était beaucoup de l'anxiété de performance, là, ce qui se passait, là. Tu sais, la religion, c'était juste un autre contexte pour cette anxiété-là. C'est l'époque où je voulais être la meilleure dans toutes les matières, vraiment, là. C'est l'époque où je mettais, genre, 12 adjectifs par phrase dans mes productions écrites, là, pour impressionner mon prof. Je sais pas si vous avez déjà eu cette phase-là, là. 12 adjectifs par rapport à travers des verbes mal conjugués, là. Fait que là, ça faisait plus aucun sens, là. C'est comme, il enlevit son loyal chapeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chapeau était loyal. Le chapeau allait pas voir ailleurs, femme non ta gueule. Tu sais, essaie de lancer un ballon pour voir, là, mais j'aimais vraiment la religion et je voulais être la meilleure dans cette matière-là. C'était les années 90, c'était pas les années 50, là. Je veux dire, j'avais pas peur de l'enfer, là. Tu sais, je sortais pas des Brebis de Jésus en me disant « Oh mon Dieu, je vais brûler en enfer ». Je sortais des Brebis de Jésus en me disant
oh mon Dieu, je vais être la meilleure vierge. Parce que, oui, c'est ça, non, parce que je voulais pas juste qu'elle m'apparaisse, je voulais devenir la prochaine Vierge Marie. Je voulais que Dieu me choisisse pour porter le prochain sauveur. Parce que, ouais. Mais parce que je regardais ça des brebis de Jésus, puis j'étais comme... Pas mal top brebis ici, moi. Je vois pas trop qui d'autre Dieu choisirait, là. Tu sais, j'étais très, très confiante, puis j'imaginais qu'il me choisirait pour mes qualités virginales, bien sûr, mais aussi pour mes qualités subjectives, genre mon humour. J'étais comme, il est omniscient, il a vu tout mon matériel. Puis, j'imaginais qu'il allait descendre dans ma chambre, là, Dieu allait descendre, pas son vulgaire archange, là, Dieu allait venir dans ma chambre pour me choisir, puis j'imaginais qu'il allait me dire je t'ai vu au brebis de Jésus, toi. T'es drôle. C'est toi qui a joué avec les bonhommes de la crèche? T'as tassé l'âne, à cette heure, on dirait qu'il sniffe le cul du bœuf, c'est drôle, ça. Oui. J'étais très fière de cette blague-là. Ouais, je voulais vraiment qu'ils me choisissent. Puis j'avais dit à mes parents que je voulais devenir la prochaine Vierge Marie. Et ils avaient trouvé ça affolant, bien sûr. Mais il avait quand même choisi de s'en servir. Il avait dit, tu veux devenir la prochaine... Ça va prendre des bonnes notes. J'étais un peu comme restée sous le choc. J'avais aucune idée que c'était contingenté. Moi, fait que là, j'étais comme... Mon père était genre, toi, tu penses que tu vas guider le prochain Messie dans un monde qui est pas prêt à recevoir sa lumière sans tes maths fortes? Bonne chance. Toi, tu penses que Dieu va immaculer concevoir avec une cotère de 23? Pense pas, moi. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai vraiment étudié très, très fort. Mais ma quête a changé. Là. Mon plan a dévié. J'ai arrêté de vouloir devenir la prochaine Vierge. J'aimerais dire que c'est parce que j'ai pris conscience du caractère problématique de l'Église catholique et des religions organisées, mais c'est pas vraiment ça. Là. C'est parce que j'ai découvert Musique Plus. Là, j'avais plus de temps pour les brebis. Là. Puis là, c'est comme ma quête a juste changé de trajectoire. Là. J'ai passé de vouloir devenir la meilleure vierge à vouloir devenir la vierge la plus cochonne. C'est ça qui est arrivé. Il y a eu un petit chevauchement entre ces deux quêtes-là, là, très, très petit, en 98, lors de mon premier kick, l'abbé Gingras. Ouais, il était très beau, il était jeune pour un abbé, là, il avait quand même 48, mais non, il était jeune, il avait la voix d'un ange. Et à ma défense, je sais que c'est inapproprié là, d'être amoureuse d'un abbé, mais à ma défense, 98, c'était le sommet de popularité de Notre-Dame de Paris, l'opéra rock, et j'aimerais rappeler qu'il y avait une chanson qui s'intitulait « Être prêtre et aimer une femme ». Alors moi, j'étais comme « ben ça se peut ». Fait que... je servais la messe dans mes petits pantalons de gitane, c'est comme ça que je les appelais, ceux qui ça se dézippait aux genoux. Là. Puis je me promenais devant l'abbé Gingras en faisant comme je t'en sorcelle-tu, là, je t'en sorcelle-tu, puis c'était bon. Je sais que c'est inconfortable là, d'imaginer une petite fille qui adopte des comportements sexuels et les gens sont très mal à l'aise avec ça. Puis je tiens à le préciser, là, c'est pas le fun, mais il faut faire face à ça. Là, l'éveil sexuel des jeunes femmes, ça se passe quand même tôt dans notre vie. Là, on n'aime pas ça l'admettre, mais ça se passe tôt. Là. Moi, je me souviens pas j'avais quel âge exactement, là, mais je mangeais encore de la neige. Là, fait que... Et non, je peux pas dire pourquoi c'est ça le marqueur temporel, mais il y a un lien là. Je devais passer beaucoup de temps sur les crazy carpets, là. Je sais pas, il y a quelque chose, là. Mais je veux pas aller trop loin là-dedans parce qu'avant, je faisais comme une blague par rapport à ça, mais ça mettait tout le monde mal à l'aise parce que j'ai réalisé que les blagues de masturbation féminine mettent les gens très, très mal à l'aise. Vraiment, je fais très attention. Les blagues de gars qui se crossent, ils pourraient en mettre dans la semaine verte. Ça dérangerait pas. Mais les femmes, faut faire attention. Alors, je fais très, très attention. Bon, là, on va prendre une petite pause, mais pas de spectacle. Attention, on va juste prendre une pause de blague parce que c'est le moment du spectacle où je fais des imitations. Ben, si ça vous tente, là, je suis pas obligée de les faire. Là. Aimez-vous les imitations? Oui? Non? Oui, alors je vais faire des imitations. C'est comme mon cadeau là, que je vous offre là, parce que vous êtes là puis je suis très contente de vous voir. Vous m'empêchez de mourir seule en ce moment. Alors, je fais des imitations. Vous allez voir, ça passe vite. Ça achève déjà. Alors, ma première imitation, c'est la comédienne Pascale Bussière.
interprétant la femme d'un agriculteur peu éduqué dans un film du terroir. Ben, baptême, Jacques, pourquoi maintenant tu vois bien que j'ai 2 genoux dans la bouse de vache? Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Ah, mon Dieu. C'est trop. C'est gentil. Deuxième imitation. OK. C'est l'humoriste et artiste multidisciplinaire Marie-Lise Pilote qui se sent coupable de ne pas en faire assez pour freiner les changements climatiques. Ah, que je suis méchante! C'est tout. Merci. Non, vous n'êtes pas obligés d'applaudir à chaque fois, là. En tout cas. Prochaine imitation. En voulez-vous d'autres? Oui, OK, parfait. Ouais, OK. Parce qu'il y a 45 minutes de ça. Non, c'est pas vrai. Alors, prochaine imitation, c'est la comédienne, réalisatrice, scénariste Micheline Langto, interprétant la jeune amante esseulée d'un roi de France dans un film d'auteur. On a tous besoin d'un petit peu de tendresse. Merci. C'est Micheline. Merci. Il en reste pas beaucoup. OK. Prochaine imitation, c'est la comédienne Béatrice Picard qui, devant la vacuité de l'industrie du divertissement, repense à ses poètes grecs préférés. Ah, Homère. Il y avait des niveaux, là. Ouais. En tout cas. OK. Voulez-vous une petite dernière? Une petite dernière. OK. Alors, la dernière imitation. Pour ce soir, la dernière, parce que ça se peut que je sois en résidence au Casino de Montréal, là, dans pas long. Alors, la dernière imitation, c'est la comédienne et animatrice Élise Marquis, qui apprend avec stupeur l'ampleur des sommes détournées par le clan Rizzuto. Hi! Ça fait beaucoup de tomates, ça! Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je sais pourquoi j'ai plus peur de vieillir seule que je veux pas reparler de ça, mais j'ai comme une dernière affaire à dire là-dessus. Je sais pourquoi j'ai plus peur de mourir seule que la moyenne des gens. C'est parce que moi, je suis jumelle. J'ai un frère jumeau. Je le précise vite parce que quand je dis juste je suis jumelle, il y a toujours un gars dégueu qui sort de nulle part qui est comme identique, êtes-vous identique? Je suis comme non. Non. Sors-moi de ton imaginaire porno. J'ai un frère jumeau, Félix, et donc c'est ça. Moi, j'ai jamais existé seule. Tu sais, je veux pas être baveuse avec ça, là, mais quand les gens sont comme on est seul et on meurt seul, je suis comme non, pas moi. On était 2, c'était le fun, on jouait à des jeux, c'était vraiment cool. Je sais pas. Puis les jumeaux, tu sais, il y a quelque chose qui se passe avec les jumeaux quand ils sont bébés. Là, je sais pas s'il y a des parents de jumeaux dans la salle. J'espère que non. Vous avez une sortie par année, aller au Cirque du Soleil. Mais c'est vraiment mignon. Les jumeaux, quand ils sont bébés, ils se prennent la main quand ils sont à côté. Ils se mettent à développer un langage commun que personne comprend. Ils développent toutes sortes de rapports d'interdépendance très, très complexes. Ma mère, elle me disait encore l'autre jour, elle disait, toi, quand vous étiez petit, là, ton frère, fallait toujours qu'il puisse te voir. Tout le temps. Peu importe où vous étiez, il fallait juste qu'il puisse te voir. Comme ça, il était rassuré s'il te voyait. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement cute. Son anxiété généralisée a nourri mon narcissisme. C'est adorable, c'est vraiment, vraiment cute. Mais oui, puis Félix puis moi, on était comme ça interdépendants. Je me souviens, il coulait ses cours de natation. Il les coulait pour rester avec moi dans le même groupe, au lieu d'avancer, là, parce que lui était très doué, très athlétique, mais il voulait rester avec moi. Et moi, je coulais dans tous les sens du terme. Là. Je coulais le cours, je coulais dans la piscine, je coulais dans l'estime des gens autour de moi. Je aimais Félix, il était très doué, puis les instructeurs essayaient de le motiver. Ils étaient comme, Félix, passe à l'autre niveau, là, tu sais. T'as un talent, t'as des aptitudes. Suzy, elle a des défis, elle a d'autres affaires.
Mais moi, ça me dérangeait sincèrement pas parce que j'avais l'impression que je pouvais me servir de ces aptitudes comme bon me semblait. Là, dans ma tête, on mettait tout ça en commun, puis je pouvais me servir de ces habiletés sportives pour bâtir mon empire. Parce que c'est un peu comme ça que ça marche à cet âge-là. Là, ça prend des habiletés sportives. Fait que moi, je me gênais pas du tout. Là, dans le voisinage, j'allais voir les petits gars qui jouent au baseball, là, même si je savais pas jouer au baseball. Puis j'étais comme, salut les gars, voulez-vous un super bon lanceur? Fait que là, j'amenais Félix, puis le gars était comme, ah ouais, puis j'étais comme, ça vient avec une championne des règlements. Ah, crosse, tu sais, genre ça. Ça, c'était moi, la championne des règlements. Et à ma défense, quand on n'est pas bon en sport, enfant, les adultes veulent beaucoup nous impliquer dans les règlements. Puis ils essaient d'en faire quelque chose de magique, là, tu sais. Je sais pas combien de fois j'ai été surveillante de l'abreuvoir, là, tu sais, puis c'est comme... C'est pas une affaire, là, mais ça m'était présenté comme quelque chose de colossal. Là. Chaque fois qu'un ami boit, tu comptes jusqu'à 6. C'est la partie la plus importante du basket. Pense pas. Mais je le faisais. Et ça m'a fait aimer les règlements. J'aime encore les règlements. J'aime beaucoup les règlements. Je suis avocate, d'ailleurs. Je sais pas si ça vous impressionne. Non? On dirait que non. On dirait que c'est pas grave. C'est correct. Ça vous forcez-le pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu dommage parce que c'était la raison principale pour laquelle j'avais fait le barreau, mais regarde, c'est pas grave. Ça vous... C'est pas impressionnant, de toute façon, être avocat, là, je vous le dis, là, c'est pas très impressionnant. Là. C'est vraiment un job comme les autres, là, sur un job de bureau bien normal. Je sais, je l'ai fait, là, c'est vraiment comme 80% de la job, c'est imprimer du papier. Que tu crées sur recyclage après. Puis que tu réimprimes, fallait pas le jeter, c'est de la preuve importante. En tout cas, tout ça. J'ai pas dit que j'étais une bonne avocate, j'ai dit que j'étais une avocate, mais c'est pour vrai, c'est pas très impressionnant. C'est vraiment un job de bureau normal. Là. En tout cas, moi, quand je pratiquais, c'est comme tous les bureaux. Là. Il y avait une machine à café, il y avait des 5 à 7. Des fois, il y a un gars qui utilise une expression en latin, fait que là, tout le monde apprend qu'il est insécure. Fait que ça, c'est... Ça, c'est le fun. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un job de bureau normal. Pour vrai, on faisait du team building entre avocats. Est-ce que vous faites du team building des fois? Oui, non? Connaissez-vous le team building? Oui, les activités pour apprendre à se connaître entre employés. Hein? Le team building, là, quel concept insultant. Hein? J'ai toujours trouvé ça très insultant, le team building, moi, parce que je suis comme... laissez-nous nous faire des amis sur la base de vrais points communs, là, d'affinités réelles, tu sais, je veux dire. Pas juste comme, hey, on est tous sous-payés par la même personne. Chalet. Ben non, voyons, c'est pas. Ça marche pas de même, là, ça prend plus que ça, là. Puis je trouve ça insultant aussi parce que je suis comme, de quel droit est-ce que les ressources humaines de chaque bureau ont décidé que si on manquait de motivation, c'est parce qu'on n'a pas assez fait de courses de brouette ensemble, là, tu sais. C'est que, ben moi, je pense qu'on manque de motivation parce qu'on manque de ressources, puis de congés, puis d'assurance. Non, vous manquez de charade. Ben non, là, tu sais, là, ça marche pas comme ça, là. Puis ça m'insultait aussi parce que souvent, nos activités de team building commençaient par des activités brise-glace, très camp de jour, là, des activités bien niaiseuses, là, genre, mettons, 2 vérités, 1 mensonge. Je sais pas si vous avez déjà joué à 2 vérités, 1 mensonge. C'est 3 affirmations sur soi, 2 sont vraies, 1 est fausse. Personne n'a rien d'intéressant à dire dans ce petit jeu-là. Sauf une plaie, là. Il y a toujours une fille qui a vraiment hâte de jouer à 2 vérités, 1 mensonge. Elle est née pour jouer à 2 vérités, 1 mensonge. C'est souvent la maniaque de plein air. Je veux pas stigmatiser personne, mais c'est souvent la maniaque de plein air, là, tu sais. Tu sais, la fille qui parle beaucoup de ses expés, là, la fille que sa gourde est compliquée, là, c'est comme... C'est incontenant, Geneviève, reviens-en, là, tu sais. La fille qui te parle de ses expés de canot, puis elle te parle de son équipement, elle te parle de son polar. De quel droit, on sait pas, elle te parle de son polar. Et comme, oui, c'est un tissu spécial, c'est une édition qui est limitée. Ah, comme ma patience, c'est bien drôle. Elle a vraiment hâte de jouer à 2 vérités, 1 mensonge. Elle est crinquée. Elle est comme, OK, je vais y aller, j'ai mes 3 affirmations. Attention, je rajoute un piège. Attention, il y a un piège. Faites attention, il y a un petit piège. Je suis comme, OK. J'ai fait du kitesurf sur l'Amazon. J'ai déjà dormi dans un volcan. J'ai touché le crâne du Dalai Lama. Attention, il y a un piège. Je rappelle, il y a un petit piège. Faites attention, il y a un piège. C'est comme, est-ce que les 3 sont vrais, Geneviève? Les 3 sont vrais, j'ai tout fait ça, je suis pas capable de mentir. Ah, va chier, Geneviève.
Va chier. Tu gâches le jeu. Parce que toi, tu passes après Geneviève, puis t'es comme... j'ai 2 sœurs. J'ai déjà eu des broches. Je me suis déjà étouffée dans un Mike's. L'affaire du Mike's. Oui, l'affaire du Mike's, effectivement. Je m'étais pas étouffée, j'avais juste toussé. Alors... démasqué. C'est le fun. Ça se sentir bien. On était allés à un moment donné faire du team building avec ma gang d'avocats dans un jeu d'évasion. Vous avez déjà été dans les jeux d'évasion? Oui. Alors, c'était comme tous les jeux d'évasion. Là. C'était situé dans une ancienne piquerie. Il y avait un concept futuriste là, que le commis de 17 ans était venu nous expliquer, là, le jeune employé motivé, là, était venu nous dire ça dans son costume futuriste, là, c'est-à-dire 12 livres de papier d'aluminium mal enroulés autour de son vrai linge, là, mi-androïde, mi-burrito. Il était venu nous expliquer ça, puis je sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir 14 avocats psychorigides se faire expliquer des consignes floues par un cégepien batté. Oh là là, c'est un charme. C'est comme mon collègue qui est comme... Alors, on a droit à combien d'indices? 3, mais ça pourrait être 7. OK, donc le nombre d'indices est parfaitement arbitraire. Ah, ta gueule, Gaël, tu sais, je veux dire. Parce que Gaël, Geneviève, même combat, là, je veux dire, Gaël, c'est le gars. Il y a toujours, dans toutes les gangs d'avocats, il y a quelqu'un qu'on dirait qui veut nous tuer avec ses subordonnées relatives, là. Ça, c'est Gaël, là. Gaël et ses frères. Tu lui poses n'importe quelle question simple, il est comme... Ben, sous réserve de toute modification que tu ferais, puis dans la mesure où j'ai pas pu vérifier l'exactitude de tes prémices, je te dirais de passer par la 20 et non la 40. C'est comme... Hein? Laisse faire, Gaël. Tous mes projets de voyage sont morts pendant ta réponse éternelle. Là, fait... Quand Gaël parle, il y a des plantes qui meurent, là, tu sais. Pas par ennui, là, par principe, là, tu sais. Des fougères qui sont comme « Oh non, moi, je change pas le CO2 en oxygène des phrases longues de même. Bye, là, tu sais. » Ça, c'est notre bon Gaël. Là. Mais j'accepte pas le team building. On n'est pas obligé d'être amis avec tous nos collègues. Là. Pas obligé là, de partager un nachos avec Sylvain, le directeur adjoint des ventes, là, celui qui enfonce son propre surnom dans la gorge de tout le monde. Là. Les gens qui font... Personne t'appelle Snake, Sylvain. Décroche, là, tu sais. Pas obligé. C'est pas nécessaire. En plus, quand c'était pas des brise-glaces niaiseux, là, c'était des activités extrêmes, notre team building, là, ça m'insultait encore plus. C'était des activités avec un élément de danger, là, rafting, go-kart, escalade. J'étais comme, wow! Qui c'est qu'on pense qu'on est tout à coup, là? Nous, on est des employés de bureau. Nous, on fait venir un monsieur pour changer les grosses cruches d'eau dans la cuisine. On trouve ça trop pesant, de l'eau. Pourquoi qu'on irait lancer des haches? Pour dépasser nos limites. Je veux pas dépasser mes limites avec les gens du bureau, je veux mettre des limites avec les gens du bureau. C'est ça que je veux. Bonne limite, étanche, là. Bon, je dis ça, mais je voulais pas mettre des limites avec tous mes collègues parce qu'il y a des collègues que j'aimais, là. Tu sais, je me suis quand même fait des amis en droit. J'ai pas quitté le droit parce que j'aimais pas ça. J'ai pas quitté le droit à cause du team building. J'ai quitté le droit parce que j'y ai pas trouvé ce que je cherchais fondamentalement parce que tout le monde était marié. Fait que... moi, je cherche un job. Fait que je suis partie. Mais c'est compliqué, la recherche d'un partenaire amoureux. Là. C'est pas de ma faute. Là. C'est très, très compliqué. C'est très difficile. Ça devrait être facile, pourtant, parce que moi, j'ai un genre très, très clair dans la vie. Là. Je sais ce que je veux. Je sais ce que j'aime. Moi, j'aime les hommes qui aiment les hommes. J'aime les gays, en fait. C'est ça que j'aime. J'adore les gays. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je vais pas être vulgaire, là, parce que j'aime pas l'humour vulgaire, mais j'aime tellement les gays. Là. J'y sucerais toutes s'ils me montraient comment faire. Là. Pour vrai, ils sont meilleurs. Pour vrai, je les entends parler, ils en parlent beaucoup, puis ils sont meilleurs. Des fois, je les écoute, puis je suis comme, coudonc, on a-tu les mêmes dents? C'est vraiment comme... Ils sont extraordinaires, mais j'aime vraiment, j'aime les parce que je suis comme, c'est l'homme idéal, là, l'homme gay, là, tu sais, qui d'autre va m'écouter parler de ma relation avec ma mère en ayant l'odeur de mon père? Personne, là, je veux dire, c'est le paradis, là.
Puis mon père est un peu découragé par mon amour des hommes gays. Encore récemment, quand je lui ai dit que je partais en voyage avec 12 homosexuels à Ogunquit pour mes vacances, mon père était comme « Bon, ben, on va mettre les chaises hautes sur Kijiji, hein? » Puis j'étais comme « Oh non, papa, tu sais. » Puis là, j'ai essayé de lui remonter le moral. J'étais comme « Non, papa, garde une chaise haute. » Puis il était comme « Ah ouais? » Puis j'étais comme « Oui, on fait un shower pour le caniche de Phil puis Vincent, puis on en aurait besoin. » Puis il a pas trouvé ça drôle. Mais non, mais j'adore les hommes gays, mais je dois me rabattre sur les hétéros, malheureusement. J'ai aussi un genre d'hétéro. Ça, c'est contre mon gré, par contre. Je fais pas exprès, là, mais je tombe toujours sur des mélomanes. Des connaisseurs de musique, des amateurs. Pas des musiciens, là, ça serait super. Non, des connaisseurs de musique, là, tu sais. Des gens qui pensent là, qu'ils peuvent te parler de bass longtemps puis que ça va te donner envie de leur faire l'amour. Faut que tu joues de la bass. Faut pas juste que tu parles de la bass. Ça marche pas de même, là, mais eux... Puis, je veux dire, je le dis avec beaucoup d'amour, là. Je sais pas s'il y a des mélomanes dans la salle, là. Je le dis avec respect et amour, mais vous gossez tout le monde. On est fatigué, c'est vendredi soir, on n'a pas le goût de se faire dire qu'il fallait pas aimer Coldplay, on le savait pas. Tu sais, comme, arrêtez, lâchez-nous. Puis, j'aime pas ça d'être des mélomanes parce que, en fait, ça me confronte beaucoup à mes propres limites, là, ça, je dois avouer, là, c'est ça qui arrive, là. En fait, c'est que je m'en veux à moi parce que quand je suis en date avec un mélomane, mais je passe le tiers de la soirée dans les toilettes à faire des recherches Google sur des bands indie que je connais pas, là. Puis je deviens super agressive envers moi-même. Je suis comme, c'est sûr qu'un petit peu moins de mix mania ironique, ça t'aurait pas nuit, call les épaisses. Mais ça vient vraiment me chercher, là. Le seul avantage, c'est que quand t'enchaînes une couple de mélomanes, là, à un moment donné, tu peux comme utiliser les connaissances d'un contre l'autre. Ça, c'est vraiment le fun, là. Oui, j'ai dit contre, les connaissances contre, c'est vrai. Qui veut souper avec moi? Mais ça se fait très bien, là. Ça, je le fais souvent. Puis j'avoue que je me sens un petit peu mal là, quand je vois le visage du mélomane s'illuminer là, devant mes connaissances. Je suis comme « Oh mon Dieu, pauvre toi. Tu le sais pas, mais t'es en conversation avec mon ex en ce moment. » là. C'est vraiment ça qui se passe. Là. Toi, tu penses qu'on est en train de connecter là, sur le passé trouble d'un rappeur d'Edmonton, mais moi, je suis en train de faire un examen du ministère. Là. C'est vraiment... Je vais mettre tout ce que je sais sur le papier. Je vais réviser 2 fois. Je vais m'en aller du resto. J'ai peur de changer mes réponses. Là. C'est ça. Là. Tout le temps des mélomanes. Mais il y a aussi une théorie que mes amis ont pour expliquer pourquoi j'ai de la misère à trouver un partenaire amoureux. C'est une théorie qu'ils m'ont proposée. Là. Mes amis étaient comme... peut-être que tu fais peur aux hommes. Puis j'étais comme... Peur aux hommes? Voyons, ils ont-tu vu mes bras? Je suis comme... J'ai un outil pour ouvrir mes oranges à la maison. Puis ils étaient comme... Non, mais... Pas physiquement, mais genre peut-être que comme, je sais pas, une affaire de statut, tu sais, t'es avocate, le salaire. Puis j'étais comme... Mais voyons, mais de quoi ils ont peur? Je veux dire, ça fait pas peur. Je veux dire, le salaire, de quoi t'as peur? T'as peur que je t'achète un chandail en cachemire? Tu sais, c'est comme... Voyons, de quoi t'as peur, ça piquera pas, c'est du cachemire. Ça va aller, là, tu sais. On va y aller doucement, là. Il y en a, t'as-tu peur du 2e étage du Simons? De quoi t'as peur, tu sais? De quoi t'as peur? T'as peur que je t'apprenne c'est quoi un oxymore? Ça se peut. Ça se peut que je t'apprenne c'est quoi, mais je ferai pas ça la même journée que le cachemire. Je suis pas débile, là, tu sais. On va y aller doucement. Puis je sais comment aussi traiter les hommes pour pas leur faire peur. Là. Je suis très consciente de ça. Là. Puis je disais à mes amis, je sais comment me comporter. Là. Je leur racontais d'ailleurs une date que j'ai eue récemment avec un individu assez lourd. Mais je vous explique pourquoi. Là. Pendant la date, à un moment donné, l'individu en question m'a repris sur une élision de hache aspirée. Genre, des haricots. J'étais comme, des calices. J'ai pas dit ça. Malheureusement, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que j'y ai pensé trop tard, mais... j'aurais aimé ça y penser, mais j'ai pas dit ça. Puis là, je racontais la date à mes amis. J'étais comme, c'est ça. À un moment donné, il m'a raccompagné chez nous. On s'est frenché, puis on s'est jamais rappelé. Puis là, mes amis étaient comme, attends, tu l'as frenché? Puis j'étais comme, oui. Puis ils étaient comme, on t'a dit qu'il était super lourd. T'as insisté. Comme, t'as dit que tu y aurais tranché la gorge avec sa montre à pas. On t'a expliqué que c'est pas coupant du tout. Je suis comme, oui, je sais ce que j'ai dit. Hein, mais je continue de penser que le staff m'aurait aidé, mais je veux dire, c'est pas ça le point, là. Je sais ce que j'ai dit, mais il s'est penché vers moi. Je veux dire, j'étais pas pour lui mettre une main d'en face. Il aurait eu super honte. Les hommes supportent pas la honte. Faut qu'on les protège constamment de « Oh mon Dieu, faut-tu pas le dire? »
Là, ça m'a vraiment plongée dans un questionnement là, d'une profondeur abyssale. Un questionnement qui m'a très vite ramenée à mon père. Ah, je pensais que tout le monde allait le dire en même temps que moi. Intéressant. OK. Il n'y a personne qui a eu envie de... En tout cas. Mais... Parce que moi, tout me ramène toujours à mon père. Là. Puis là, je me suis tout de suite revue dans un petit café de Pointe-Sainte-Foy avec mon père. Est-ce que quelqu'un connaît Pointe-Sainte-Foy? Ouais. Yes, merci. Je vois c'est qui. Personne d'autre connaît Pointe-Sainte-Foy? Pointe-Sainte-Foy, OK. Ben, si vous ne connaissez pas, je vous aide tout de suite à vous évader dans votre imaginaire. Pointe-Sainte-Foy, charmante agglomération en banlieue de Québec où des dizaines de milliers de fonctionnaires se cachent pour mourir. C'est vraiment beau. Et là, moi et mon père, on est dans le petit café de Pointe-Sainte-Foy et il y a une serveuse qui est vraiment belle. Et ça, c'est un détail important parce qu'à ce moment-là, j'ai 9-10 ans, je commence à comprendre la vie. Je sais que la beauté des femmes vulnérabilise les hommes et les expose à la honte, alors je suis sur le qui-vive. Et là, devant mon père et moi, il y a une revue. Et sur la revue, il y a Julie Masse. Vous rappelez-vous de Julie Masse? Oui. C'était avant qu'elle parte faire une trolley d'enfants avec Corey Hart, là, quelque part là-bas. C'est une joke de mélomane. Ben non, il y aurait haï ce joke-là. Mais la revue est devant nous et Julie Masse, et là, mon père pointe la revue puis il est comme « Tu l'aimes, elle, hein? La sœur à Mickey? » Mickey Mouse, Julie Masse, c'est tout. C'est ça sa joke. C'est pas une joke, là, c'est un accident de char, mais là, moi, je veux pas qu'il y ait honte devant la super belle serveuse. Fait que je me mets à rire de sa joke, là, super fort, là, un rire terrifiant qui résonne. Là. La serveuse, elle est comme, toi, tes tresses sont trop serrées. Mais je veux pas que mon père ait honte, c'est plus fort que moi. Puis je me rends compte que, c'est mon père que je veux protéger, mais maintenant, je le fais avec tous les hommes. C'est plus fort que moi. Vraiment, tu sais, une femme qui m'appelle Sylvie, je suis genre, c'est Suzy et c'est la dernière fois que tu me manquais de respect. Un homme pourrait m'appeler Biscuit, je dirais rien. Je serais comme, est-ce que c'est ce que vous avez? Ben oui, je suis un fudgeo, tu sais, j'accepterais ma nouvelle identité plutôt que le corriger. Je veux pas corriger un homme, je suis incapable de corriger un homme, c'est impossible pour moi. Je pense que je suis pas la seule non plus là, à vouloir protéger les hommes de la honte. Je dis pas que tout le monde le fait, mais j'ai remarqué des fois dans des soupers, là, ça arrive, quand il y a un homme qui exprime une opinion très, très tranchée sur un enjeu géopolitique qui le dépasse un peu, des fois, il y a comme une main de femme qui vient juste comme doucement, mettre fin à l'exposé oral, comme... Ça se fait très lentement, mais c'est comme une petite main là, très bienveillante qui est comme, oui, c'est un enjeu très complexe. Est-ce que quelqu'un prendrait de la salade et une autre conversation? Il y en a qui le font des fois. Il y a un domaine de ma vie dans lequel je suis très affectée là, par cette propension à protéger les hommes de la honte. Là. Il y a un domaine où c'est vraiment pire que tout. Là. C'est évidemment dans mes finances personnelles. Mais non, c'est dans le sexe. C'est dans le sexe parce que la honte est partout dans le sexe. Là. C'est pas juste moi. Là. Je veux dire, on est très fragile dans la sexualité. Là. La honte est toujours un peu au-dessus. Là. Je veux dire, moins on est habillé, plus on est proche de nos traumatismes fondamentaux. C'est pas juste moi. Là. Je veux dire, on est très, très fragile dans la sexualité. Là. On est tous comme à un bruit de succion bizarre, là, de se revoir seul dans une cour d'école vide. Là, tout se mélange. Là. C'est comme... Qui c'est qui a fait ça? Où est-ce que je suis? Pourquoi Maud voulait jamais jouer avec moi? Puis là, c'est comme... Ça se passe vite, mais les cartes se brouillent. C'est très confrontant. Au début de ma vie sexuelle active, c'était très facile de gérer la honte des hommes parce que je savais comment faire. Je savais que j'avais juste à faire semblant que la relation sexuelle avait été longue. Et là, tout le monde était protégé de la honte. Alors, j'avais des petites stratégies bien à moi que j'utilisais. Là. J'étais tout le temps comme « Oh mon Dieu, j'ai soif, c'était vraiment long. Je pense que j'ai manqué l'autobus. Je pense que mes cheveux, ils ont poussé. Ça se peut-tu que mes cheveux, ils aient poussé? » Puis c'était facile, les hommes étaient bernés. Faut dire que c'est l'époque où je couchais principalement avec des moniteurs de camp de vacances qui me manquaient de respect. Là. Fait que c'était pas... non, soyez pas tristes, ils me manquaient pas de respect pendant... c'est juste qu'après la relation, ils voulaient toujours me faire écouter un album complet de Loco Locas. Ça, je le vivais comme un affront. C'est comme... Je viens de te recevoir en moi. Penses-tu que tu pourrais m'épargner Bonne Zion? Tu sais, me semble...
Un peu de respect, s'il vous plaît. Mais c'était très facile de les protéger de la honte, très, très facile. Là où ça s'est un petit peu corsé, c'est quand j'ai commencé à faire la connaissance d'hommes qui veulent faire plaisir aux femmes. Des hommes qui disent des choses comme moi, mon plaisir, c'est ton plaisir. C'est vraiment le fun, c'est génial, c'est super, c'est souvent vrai. Des fois, c'est vrai. Des fois, ce que ça change, c'est qu'il va y avoir une petite bande-annonce d'un cunilingus qui sera jamais à l'affiche, mais c'est pas grave. Mais des fois, c'est vrai, c'est juste que ce qui est angoissant, c'est que ces hommes-là, pour les protéger, il faut exprimer beaucoup de plaisir. Beaucoup. Et moi, je peux exprimer du plaisir, je peux le faire, il n'y a aucun problème, je suis capable. Je le ferai pas là, ce serait bizarre, mais faut me croire sur parole, je suis capable. Je peux le faire, mais je peux pas le faire avec l'énergie d'une actrice porno qui a peur de plus jamais travailler, là, tu sais, je veux dire... Je peux pas me rendre là. Moi, j'ai l'énergie d'une vacancière satisfaite. C'est ça que je peux donner, là. Je suis cette femme mûre, très contente d'avoir monté le Mont-Saint-Bruno, là, tu sais. Wouh! On l'a eu! Ça, c'est moi. Ouais. On le sent dans les jambes, hein? Hop là! Ouais, pauvre monsieur. En tout cas, mais je continue à travailler là, à réfléchir à ces enjeux-là là, avec des professionnels de la santé. Évidemment, là, je veux pas vous garrocher ça dessus, mais avant de vous quitter, je veux quand même préciser une chose là, c'est que bon, moi je dis ça là que je protège les hommes de la honte, mais je parle pas au nom de toutes les femmes parce que elles veulent pas. Ça me gosse en tabarnak, mais elles veulent vraiment pas. Donc je tiens à préciser que je ne parle pas au nom de toutes les femmes. Je sais pas si toutes les femmes font ça. Messieurs, je m'adresse à vous, là, je vous vois, là. Je veux pas, en sortant d'ici, que vous pensiez qu'à chaque fois qu'une femme rit de votre blague ou qu'elle exprime du plaisir, c'est pour vous protéger de la honte. Je veux pas que vous pensiez ça, jamais. Je veux... Non. Jamais. Jamais, jamais. Je veux juste que vous ayez un doute pour toujours. Merci beaucoup, vous avez été super. Bonne soirée.